Vendredi, alors que les manifestants quittaient tranquillement la place des Héros au terme de leur défilé, dans le cadre du débat démocratique qui fait l'identité et la grandeur de notre pays, les rues d'Arras retentissaient des sirènes hurlantes des forces de police et de secours. À quelques dizaines de mètres, Dominique Bernard tombait sous les coups de couteau d'un individu animé par une idéologie terroriste islamiste. Arras, le Pas-de-Calais et la France entière étaient cruellement frappés par la barbarie, au cœur de la mission la plus noble de la République, l'éducation de ses enfants. L'horreur absolue s'abattait sur nous, nous replongeant dans les funèbres souvenirs des attentats de janvier et novembre 2015, faisant écho à l'assassinat de Samuel Paty et nous rappelant qu'il est encore possible en 2023 de mourir par le seul fait de transmettre le savoir. La République est en deuil. Je veux ici rendre hommage au courage et saluer la mémoire de Dominique Bernard, assurer sa famille de notre soutien, former des vœux de rétablissement aux blessés, exprimer notre entière solidarité avec les élèves et les membres de la communauté éducative. Permettez-moi également de saluer la réactivité et le courage de nos forces de sécurité et de nos services de secours. En ce temps de deuil, prenons la mesure de ce qui nous rassemble autour de ce que nous avons de plus cher, les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Et rappelons avec détermination que la République et la nation doivent faire bloc face au fanatisme. Monsieur le ministre, vous avez établi un lien entre les événements qui se sont déroulés en Israël et cet attentat. Faisiez-vous allusion au climat de haine et à l'effet de contagion engendré par ces événements? Ou avez-vous connaissance d'une entreprise organisée et coordonnée au-delà des cellules terroristes familiales ou isolées, sur ou hors le territoire national, qui viserait particulièrement notre pays? Alors que nous sommes passés en alerte urgence attentat, pouvez-vous nous éclairer sur la bonne manière de résoudre la redoutable équation qui permet de concilier la fermeté contre le terrorisme et le respect de l'état de droit inventé par nos Lumières et marqueur des démocraties adultes telles que la nôtre? Après toutes ces questions d'une gravité tout à fait compréhensible et toutes ces questions nécessaires liées au drame que notre République a vécu la semaine dernière, je suis obligée de changer de sujet. Ce n'est pas chose aisée, mais je le fais en questionnant Monsieur le ministre du Travail dans le cadre de la loi de finances de la Sécurité sociale pour savoir si, Monsieur le ministre, vous nous confirmerez aujourd'hui que vous avez réellement l'intention de ponctionner 1 à 3 milliards d'euros dans les caisses de l'Agirc-Arrco et quels sont vos arguments? Monsieur le ministre, je suis heureuse de vous entendre dire que les excédents de l'Agirc-Arrco sont liés à des sacrifices qui ont été consentis par les salariés du secteur privé de ce pays qui, à partir de la génération 1957, ont accepté une baisse de 10% du montant de leur retraite complémentaire pour enflouer les caisses de l'Agirc-Arrco. C'est à la suite de cette génération de 1957, la génération qui arrive et qui devait prendre sa retraite se voit obligée de travailler de 3 à 2 ans de plus. Et c'est grâce à cela, nous dites-vous, que les réserves de l'Agirc-Arrco vont encore s'améliorer et que donc il faudrait qu'elles soient utilisées pour combler un éventuel déficit des retraites. Autrement dit, les salariés dans ce pays sont ceux qui font tous les sacrifices. Ce sont ceux qui acceptent de payer, de percevoir moins de retraite. Ce sont ceux qui acceptent de travailler plus longtemps. Ce sont ceux à qui on ne peut absolument pas proposer au moins un grand débat dans ce pays sur les salaires. Les salariés sont décidément la force vive de ce pays et pourtant une force vive de ce pays que ce gouvernement n'a pas l'air de beaucoup aimer. J'en veux pour preuve les propos du ministre des Relations avec le Parlement qui a osé fustiger ces irresponsables de partenaires sociaux, le mot n'a pas été prononcé, mais il était bien entendu sous-entendu, qui allaient dépenser leur argent plutôt que de le donner au gouvernement pour combler le déficit qu'il n'est pas capable de combler par ailleurs. J'imagine que depuis plusieurs mois, vous avez pu mesurer à quel point les finances locales sont exercées face à des tensions budgétaires importantes. Alors que les conseils municipaux s'apprêtent à voter avec grande difficulté leurs décisions budgétaires modificatives, les mauvaises nouvelles financières tombent de concert avec les feuilles automnales. Ainsi, après les répercussions de l'augmentation du point d'indice sans compensation, l'impact de l'inflation sur le coût du service public,
la baisse constatée drastique des droits de mutation de près de 30 %, voilà que l'on prend connaissance de la publication de l'arrêté fixant le montant définitif du filet de sécurité. On y découvre que le nombre de bénéficiaires est encore plus faible que prévu. Pourtant, le comité des finances locales vous avait alerté quant aux difficultés opérationnelles à venir concernant un dispositif qualifié de trop peu, trop tard et trop compliqué. Résultat, alors qu'initialement vous annonciez avec enthousiasme un soutien à plus de 22 000 collectivités, ce nombre baissait à 11 000 en novembre 2022 pour finalement atteindre celui de 6 531. Et là, douche froide, il serait demandé à près de 3 500 communes de rembourser les sommes perçues. Votre dispositif serait ainsi passé d'un objectif initial de 22 000 communes à moins de 3 000. Monsieur le ministre, confirmez-vous ces chiffres? Allez-vous réellement et sérieusement exiger ces potentiels remboursements qui mettraient en difficulté, voire précarité financière, les collectivités concernées? Enfin, quel dispositif de soutien financier envisagez-vous de mettre en place en 2024 pour aider les collectivités locales face à l'inflation et au coût de l'énergie? Puisque le ministre aime les métaphores, permettez-moi de vous dire que ce filet est davantage un filet de pêche qui visait à draguer les communes et que les mailles étaient si larges qu'une grande partie des collectivités s'en sont trouvées exclues. Quant à celles qui devront rembourser, elles considéreront ce filet davantage comme un outil qui les aura fait plonger que les aider à sortir la tête hors de l'eau.